Je demande aussi qu'on appelle ça, peut-être pas, une confrontation avec M. Malanda devant témoins dans vos émissions. Il faut qu'il Ah, mais se rende disponible. Il faut qu'il se rende disponible. bon, le message est passé. J'espère qu'il vous a, il vous a entendu. Vous étiez quand même une personnalité influente. La vérité, c'est ça, mais très discrète. On vous voyait rarement. Voilà, Sinon, voilà. même ceux qui vous découvrent aujourd'hui se disent, mais non, ah bon, elle a existé C'est celle-là? vrai, Oui. c'est C'était vrai. dû à quoi? Pourquoi est-ce que vous étiez beaucoup trop discrète comme ça et un peu effacée, s'il faut le dire, alors que dans le même temps, vous étiez quand même celle-là qui pouvait J'ai influencé la pensée, j'ai influencer. influencé la pensée de l'UDA Yuki. J'ai influencé, j'ai rédigé, je suis cofondatrice de ce parti. C'est pas de la légèreté, hein. J'ai été parmi ceux qui ont rédigé les textes fondamentaux. C'est moi qui ai fait l'organigramme du parti et un document sur la capitalisation des résultats de la CODEA. Je dis on capitalise ça pour en faire un parti. Parce que je croyais en cette vision humaniste de la CODEA, qui est devenue la vision de UDH-Yuki. Donc, j'ai participé, mais j'étais dans un organisme international. Dans les organismes internationaux, on ne vous interdit pas de soutenir un candidat, mais on vous interdit l'activisme. L'activisme, je ne sais pas si c'est fait. On ne nous interdit pas de faire la politique, mais vous ne pouvez pas Oui. être actif, vous êtes là à la télévision, oui, 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 un tel est là. Non, 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 non. C'est un peu ça. Oui, mais maintenant que Mais je vous suis êtes, sûr que voilà, maintenant que vous êtes à la retraite, et c'est à ce moment que vous abandonnez finalement la politique, alors que on attendait plutôt que maintenant que vous vous affichez finalement, que vous preniez désormais et pleinement vos responsabilités. mais puisque j'ai été suspendue, ils veulent pas de, je sais pas moi, on veut pas de moi, peut-être En que je fait, ils suis vous ont pas suspendu pourquoi? soumise, je Pourquoi sais ils vous pas ont moi. Vous suspendu? êtes entouré par des gens qui ne vous comprennent pas. Vous savez, monsieur Perrin, vous savez pourquoi nos partis ne marchent pas? Et surtout lorsque un candidat disparaît. C'est parce qu'on suit une personne, mais on ne suit pas les idées. Oui. Si j'avais en face des personnes qui, vraiment beaucoup de personnes, je dis 70% qui suivaient les idées, oui, on continue à l'UDH. Mais on ne suit pas. Quand le président est parti parce qu'on avait des intérêts, parce qu'on a été de la même famille, on est là, on fait des, n'est-ce pas? Il y a des jeux, des muscles pour que les autres ne soient pas entendus. Mais on ne peut pas aller loin avec des personnes comme ça. Vous pensez que ce que fait M. Malanda, c'est de l'humanisme en tant que panto. Vous pensez vraiment, mais moi, je me réserve le droit, en ce mois de la femme, de saisir les institutions du Congo. La première, c'est la maison de la femme, la ministre de la femme. Ensuite, les réseaux des droits de l'homme, la commission internationale des droits de l'homme. C'est là où on saura qu'il s'est trompé de cible. Je vais partout, tous les réseaux, pour ma protection, puisqu'il va mettre des... Je me réserve. Mais au lieu de parler du tribunal, il parle de la police. Quand je disais que mais vraiment, ça c'est une vulgarité que... Non, dans un parti, tu as un poste comme ça, là, on se comporte comme ça. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Très heureux de vous retrouver sur R7 en compagnie du docteur Hortense Gisèle Lucie Yella. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Christian Perrin. Je vous en prie, madame. Merci d'être avec nous sur R7. Vous êtes spécialiste en gouvernance territoriale et développement territorial. Vous avez travaillé au PNUD et à la Banque mondiale.
auteur de plusieurs publications parmi lesquelles l'aménagement du territoire au Congo, groupe d'études, de recherche et aide à la décision, université, chez Anta Diop 2014, femmes et environnement au Centre international pour la conservation de la nature. Vous étiez également cette dame qui pouvait chuchoter à l'oreille de Guy Brice Parfait Kolela, j'allais dire, sa conseillère spéciale. Vous étiez également présidente de la commission électorale du congrès de l'UDHUKI, dont les travaux avaient été suspendus le 11 juillet 2023. Alors, vous aviez voulu réagir aujourd'hui, sinon souhaiter réagir aux allégations, disiez-vous, mensongères de Gaston Malanda, secrétaire permanent du bureau politique de l'UDH, Yuki L. Badiabio, qui réagissait évidemment en réponse à monsieur René Mokono sur ce même plateau, bien entendu. Alors, il prétendait que vous aviez reçu de l'argent, une somme d'1 200 000 francs CFA pour la suite des travaux du Congrès, mais que vous n'aviez jamais rendu compte de cet argent. Avant de vous faire réagir, madame, je vais vous proposer de suivre un extrait des propos de Gaston Malanda. Suivez. Non, mais madame Yela était présidente d'une commission. La commission électorale, oui. Madame Yela est présidente d'une commission. La commission électorale, je veux qu'on soit précis là-dessus. La commission électorale présidée par madame Yela a reçu pour le 20 décembre 2023 les moyens de sa politique. Et elle a pris de l'argent. Malheureusement, elle a pris la poudre d'escampette. Jusqu'à présent, les services sont même derrière elle pour essayer de la retrouver. C'est vous qui le dites. Alors, après, vous avez... Elle le doit au Congrès, elle le doit au parti. Oui. Donc, si j'ai bien compris, premièrement, pour continuer vos travaux donc, du Congrès, vous avez sanctionné près de 200 congressistes. Vous avez sanctionné aussi la présidente de la commission électorale, alors qu'il ne reste que ça, puisque vous l'avez dit dès le début, là, tout a été presque fait, les commissions ont été mises en place, les travaux ont commencé, et il restait qu'à élire le président du parti. Et là, hop, on arrête la machine, on renvoie donc, on exclut près de 200 congressistes, on révoque la présidente de la commission électorale, on change des commissions, on change des congressistes, et puis voilà, et c'est parti. C'est dans ce contexte qu'on a élu, c'est ce que j'ai cru comprendre, monsieur Joseph Badiabio, c'est ça? Non, je voulais un petit recadrage, monsieur Perrin. Je vous en prie. Quand vous parlez en termes de révoquer madame Yela, pour moi, jusqu'à la date du 20, j'avais beaucoup de respect pour cette dame. Parce qu'elle sort d'une structure internationale et certainement d'une moralité assez soutenue. Mais pour 1 200 000 et puis disparaître avec, je ne vois pas si cette dame-là peut être encore crédible. Bon, je ne sais pas, c'est vous qui connaissez, hein? Si elle avait été... Non, moi je ne connais pas, je ne suis que journaliste, je peux vous les présenter, je vais faire la copie, je vais vous les envoyer. Je note pas là-dedans, je connais pas ça. Bon, elle n'a jamais été révoquée. Qu'elle soit partie avec... qu'elle n'a jamais été révoquée. Oui. Non, moi je le dis parce que je constate. J'ai constaté que le 20 décembre, vous avez tenu les élections du président du parti. J'en arrive. Vous avez tenu l'élection du président du parti sans la présidente qui était connue de tout le monde, donc qui avait été mise à la tête de cette commission électorale, donc madame Yela. Bon, c'est vous qui nous apprenez que vous lui avez donné des moyens, après elle a disparu. Bon, elle aura le temps de venir se justifier, et donc vous tenez des élections avec une commission que vous avez voulu, c'est-à-dire que vous avez imposée. C'est ce que j'ai cru comprendre. Non, il faut d'abord rappeler à madame Yela que les services de sécurité sont encore à sa... Bon, elle a l'information. Si elle suit notre chaîne, elle aura l'information. Qu'on la retrouve et qu'elle retrocède les moyens mis à sa disposition. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a la Commission nationale de discipline qui va certainement l'appeler un jour ou l'autre. Bon, quand vous dites... mais elle n'est pas indispensable, surtout encore qu'elle avait disparu avec les moyens. Et quand elle disparaît avec les moyens, mais sur le plan de la stratification, celle qui venait après madame Yela, mais elle monte au créneau. Docteur Gisèle Yela,
Vous avez suivi cette vidéo. Gaston Malonda vous accuse d'avoir pris de l'argent et vous avez disparu dans la nature. Qu'en pensez-vous? Je n'ai pas disparu dans la nature parce que je suis à Brazzaville. Ils savent où je suis, mais vous ne pourrez pas comprendre qu'on appelle cette situation si je ne vous explique pas, relate pas le contexte dans lequel les choses se sont déroulées. Je vous en prie, N'est-ce allez-y pas? donc. Oui. Donc, après le décès du président fondateur, vraiment qui correspondait à mes cessations de fonction, alors j'ai commencé à mener des activités à Goma Tete. Et donc, j'ai été, je peux dire, la candidate officielle du parti pour être députée, n'est-ce pas? Oui. Donc, le parti et bon, c'est vrai qu'il y a eu des petits problèmes parce qu'après, j'entendrais qu'il voulait, M. Ngouanou voulait proposer d'autres personnes, mais je crois qu'à 3 reprises, ils en ont parlé en bureau politique et j'étais vraiment la candidate officielle aux élections législatives dans la circonscription de Goma Tete. Mais figurez-vous que à 3 heures du dépôt de dossier, j'ai été carrément déboutée. Donc, j'avais commencé à faire des dépenses. Vous savez comment ça se passe, préparer une élection. Et la veille aussi de ce jour de dépôt, nous sommes allés voir M. Ngouanou et moi avec mon suppléant. Il m'a dit que, bon, ben, je suis rassuré. On m'a rassuré que tu es en sécurité à Goma Tete parce que j'ai peur de ta sécurité. Va payer l'argent au trésor. Et à 15 heures, on vous remettra un document que tu joindras aux autres documents et tu remettras à la DGAT. Et c'est ce que j'ai fait, n'est-ce pas? Sans compter que lorsque je t'ai choisi, j'ai fait des dépenses. Et lorsque je suis arrivé à 17 heures au parti, au siège, ce n'était plus moi la députée, ce n'était plus moi le candidat officiel. Mais cette affaire, nous sommes allés voir le médiateur qui a dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas laissé avant partir en tant qu'indépendante? Vous l'avez appelée et maintenant vous la laissez au bord du chemin. Donc, avec l'appui des membres du bureau politique, je suis allée en indépendante. Monsieur Perrin, est-ce que quand vous êtes désarçonné 3 heures avant le dépôt, vous pouvez réussir? Donc, ça a été une mésaventure. Mais avant cela, nous avons téléphoné à M. Ngouanou, mes parents. M. Ngouanou a reconnu que c'est lui qui m'avait demandé d'aller payer les frais de candidature. après, voilà. Et que ça ne s'est pas passé comme prévu, mais qu'après les élections législatives, je serai remboursé. Donc, ça fait 4 ans maintenant, Monsieur Perrin, le parti ne m'a pas remboursé. Ils ont porté cette affaire, qu'on appelle ça, à l'ordre du jour d'une réunion du bureau politique où ils avaient décidé que je devais être remboursée. Mais je n'étais pas la seule, il y avait aussi d'autres femmes qui avaient subi le même sort. Et vous savez qu'il y a des pratiques comme ça. Je ne vous, je sais pas, apprends rien, que même pour les sénatoriales, la veuve Kolela aussi a subi le même sort, n'est-ce pas? Donc voilà d'où vient la dette. On ne m'a jamais remboursé, malgré les engagements pris par M. Ngouanou et par le bureau politique. C'est le départ de la situation me concernant. Alors, Madame Gisèle Yela, vous parlez des dépenses que vous avez effectuées. Vous seriez retenu, c'est ça, comme candidat que je parle de l'UDH Yuki, voilà. Et que à un moment donné, vous disent, ce n'est plus vous, on va mettre un autre candidat alors que vous aviez déjà amorcé les dépenses. C'est ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous avez dépensé pour commencer à préparer votre candidature? Vous avez une idée sur le montant global? 7 millions. 7 millions. 7 millions. Parce qu'il y a les t-shirts. Il y a des t-shirts. Oui. J'avais
fait des descentes sur au moins 29 villages. Vous savez comment ça se passe, n'est-ce pas? Et toute la logistique qui accompagne les descentes. 7 millions. Alors, Les véhicules alloués. le parti vous rassure. Le parti vous rassure que vous serez candidat à Goma Tete pour le compte, bien entendu, de l'UDHQ. Et vous commencez à faire des dépenses. Vous dites que jusqu'à hauteur presque de 7 millions. Et là, vous apprenez après que ce n'est plus vous. On va placer quelqu'un d'autre. Et pour vous, c'est de l'argent. Déjà, c'est votre argent que vous avez utilisé. À ce moment-là, on peut parler de ce que le parti vous devez cet argent et devez rembourser. Mais est-ce que, quand vous en avez parlé avec les responsables du parti, si c'est le bureau politique, est-ce que le bureau politique vous avait rassuré qu'il allait rembourser votre argent que vous avez dépensé? Mais c'était d'abord lui-même, M. Ngwanou, c'est-à-dire après qu'on appelle ça, les frais d'enregistrement, 2 jours après, mes frères, ceux qui m'accompagnaient comment on appelle ça, Dans la campagne, tout ça, oui. Nous avons téléphoné M. Ngwanou. L'interphone était ouvert. Il a dit, c'est belle, on doit poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on va faire avec la situation de Mme Yela? Il a dit que tout le monde l'entendait, hein, que c'est moi qui lui ai demandé d'aller payer. Mais les choses ne se sont pas passées comme voulu. À la fin des élections, elle sera remboursée. Ça, c'est M. Ngwanou en tant que vice-président. Remboursée. N'est-ce pas? Il y a aussi d'autres membres du bureau politique qui venaient me voir. Bon, ben, on m'a encouragé d'aller en indépendante. Mais après les élections, début 2022, fin 2023, ils ont organisé une réunion et à l'ordre du jour, c'était la situation des membres qui avaient subi ce mauvais sort. Et ils ont pris la décision en conseil, en bureau politique, de me rembourser, de nous rembourser. De vous rembourser. Il y avait qui d'autre, au moins une autre personne que vous pouvez nous citer? Il y avait qui d'autre en dehors de vous? Il y avait Madame Sita, qui avait été l'ancienne députée de Kinsundi. De Kinsundi. Bon, mais je ne sais pas. La députée de Louis-Guy, je pense qu'elle n'avait pas de problème d'argent, mais elle aussi, au dernier moment, elle a été déboutée. Et donc, vous dites que ces changements... Récemment, je ne sais pas si Mme Kolela avait payé aussi ses frais, mais elle aussi a été déboutée. Mais qu'est-ce qui se passait concrètement? Parce que finalement, vous n'êtes pas seul dans ce cas-là. C'est quoi concrètement? Comment ça s'est passé? Y a-t-il quelqu'un qui gérait tout ça? Ou bien c'est en bureau politique on décidait des candidatures à présenter pour le compte de l'UDHQ? Parce que là, je semble noter un certain, excusez-moi, le terme n'est peut-être pas approprié, mais sorte de désordre. C'est-à-dire, on demande aux gens de se présenter pour le compte du parti, ils amorcent des dépenses, et après ils sont surpris pour constater que bon, ce ne sont plus ces candidats-là, on a changé d'autres. C'est quoi concrètement? Comment expliquer ça? Bon, je crois que le mot consacré, vous l'avez prononcé, Monsieur Perrin, c'est le désordre. Je ne sais pas, je ne peux pas mettre à leur place, mais c'est aussi l'occasion de dire que je fais ce plaidoyer-là sur les pratiques de certains membres du bureau politique qui violent les droits de la femme, qui bafouent les droits de la femme. N'est-ce pas? C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je leur avais pas demandé de l'argent. Pourtant, les autres, on leur avait donné. On leur avait donné, je pense, des fonds pour aller payer, pour organiser. Là, c'était mon argent à moi. Mes fonds, j'ai travaillé à la sueur de mes fonds, ma retraite. Et les autres aussi. Parce que je voulais aussi, toute cette expérience que j'ai accumulée, pourquoi ne pas la mettre à profit dans une instance de décision comme l'Assemblée? Donc, comme aujourd'hui c'est le 1er mars, vraiment, je dénonce ces pratiques-là, c'est pas normal. C'est pas normal de... Je ne sais pas. Je sais pas comment vous dire, hein. Évidemment, donc tout à l'heure vous disiez, docteur Yela, que vous aviez voulu en fait mettre à contribution, sinon
servir le Congo de votre expérience au niveau de l'Assemblée. Je rappelais que vous êtes docteur en géographie, spécialiste bien sûr en aménagement du territoire et que vous vouliez absolument mettre évidemment cela au fil bien sûr de l'Assemblée nationale. Mais alors, revenons donc sur ce qui se passe au niveau de l'UDHUKI. Le congrès démarre le 10 juillet, il est suspendu le 11 juillet. Alors, des travaux, la suite, il faut le dire comme ça, la suite des travaux sera donc engagée en 20 décembre 2023 avec tout ce que tout le monde sait désormais, que le matin du 20 décembre, le bureau politique avait été reçu par le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Boulou, qui leur demandera de rentrer, d'aller trouver voilà, un terrain d'entente avec les amis avant de continuer. Mais curieusement, vers 11 heures, un coup de fil du même ministre qui va demander à certains membres du parti de continuer les travaux. Or, il se trouve que vous étiez présidente de la commission électorale, c'est-à-dire la commission qui devrait faire ou élire le nouveau président du parti. Que s'est-il passé pour que vous soyez finalement je ne sais pas, remercier parce que finalement, la commission qui a conduit les travaux ou l'élection, le vote de l'actuel président de l'UDHUKI, vous n'étiez plus là. C'est quelqu'un d'autre ou quelqu'une d'autre. Mais non, au départ, j'ai été appelé pour cette deuxième phase de la reprise des travaux du Congrès au niveau de ma sous-commission. Mais déjà, il y avait eu crise encore, une recrudescence de la crise à cause entre les membres du bureau politique à cause de la situation des listes électorales. N'est-ce pas? Concrètement, donc, ils avaient pris. C'était quoi le problème? Des listes? Oui. La commission d'organisation avait pensé que il y avait des membres qui ne se sont pas bien comportés pendant les travaux du Congrès et qu'il fallait comment on appelle ça, les écarter, les suspendre. Les suspendre, les écarter, voilà. Et parmi eux, c'était vraiment les représentants des candidats, parce qu'on avait eu 6 ou 11 candidats, quelque chose comme ça, pour la plupart. Mais vous, donc, moi, vous n'avez plus assumé votre rôle de présidente de la commission. Est-ce parce qu'on vous avait exclu aussi, ou c'est vous-même qui êtes parti ou qui avez démissionné? Qui dirait si c'est... Non, je n'ai pas démissionné. Avant, je pense qu'ils ne partent chez le ministre. Je crois qu'ils avaient besoin d'une autorisation, mais je vous dis qu'il y avait déjà crise. Le bureau politique avait fait une réunion pour suspendre M. Ngouanou parce qu'il pensait que M. Ngouanou, de manière unilatérale, prenait des décisions, n'est-ce pas? Et ils avaient compris qu'ils voulaient faire un passage en force. Ils dénonçaient la source des fonds qui avaient permis la reprise des travaux. Ça, c'est une bonne partie Et on nous a demandé de nous asseoir avant qu'ils ne trouvent un compromis et ils sont allés voir le ministre. Maintenant, ce qui s'est dit là-bas, moi, je n'étais pas là. Alors, moi, je ne peux pas vous dire si le ministre avait permis ou n'avait pas permis. Alors, docteur Yela, tout à l'heure vous avez dit il y avait une crise et il y avait aussi un problème. Évidemment, les gens voulaient comprendre l'origine des fonds, et les fonds probablement apportés par Monsieur Ngouanou. Et tout le monde connaît la situation sociale de Monsieur Ngouanou, quelqu'un qui a vécu quelque part, j'allais dire sous les aides. Mais tout d'un coup, il devient quelqu'un qui s'est porté garant. Voilà. Il s'est porté garant que lui, il pouvait financer la reprise, sinon la suite des travaux du Congrès, avec son argent à lui. Alors que le parti avait des soucis d'argent, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et la source d'abord, c'est quoi? La source des finances du parti. Mais non, mais les ressources du parti, par exemple, qui avait permis aussi d'organiser la première phase du Congrès suspendu, sont les cotisations des députés.
Des cotisations de Donc, députés. les députés étaient à pied d'œuvre pour mobiliser les 40 millions qui devaient servir à la reprise du travaux. Mais ils nous ont invités quand même à mener des activités pour la reprise des travaux. Donc, ceux du bureau politique se sont demandé d'où venait cet argent. Vous connaissez les supputations ici, que ça vient d'un tel, que ça vient de... Enfin, je ne sais pas. Mais c'est après que moi, j'apprendrai, quand M. Ngouanou m'appellera, après le congrès organisé nuitamment, qu'il avait vendu une parcelle. Bon, qu'à cela ne tienne, mais pour moi, il aurait pu, en bureau politique, dire franchement que moi, j'ai de l'argent, puisque les cotisations des députés tardent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et que je le fais. Mais la moitié du bureau politique constitué de ces députés ont été surpris. Alors, donc, ce que je comprends, docteur Yela, euh, les ressources financières du parti, ce sont les cotisations faites par les députés, c'est ce que vous nous avez dit. Et M. Ngouanou vient vous dire, ben non, moi j'ai ce qu'il faut, l'argent qu'il faut, les fonds nécessaires pour continuer le travaux. Tout le monde est surpris. La raison donnée, c'est qu'il aurait vendu sa parcelle. Alors, ma question, c'est de savoir si le parti UDH-UKI acceptait ou permettait que l'argent vienne d'ailleurs pour financer le parti par des dons, voilà. Les députés avaient fait à cotiser, à mobiliser les fonds qui étaient gardés chez le médiateur. Mais on attendait le seuil de 40 millions. Comme ça tardait, c'est à ce moment-là que M. Ngouanou a pensé qu'il pouvait contribuer. Mais cette contribution ne s'est pas passée selon les règles de l'art, selon les dispositions, ou bien les règles qu'on appelle ça, de nos textes fondamentaux. Alors, mais et c'est pour ça que les autres, la plupart des députés oui, voilà, madame, docteur Yela, vous avez dit que vous appreniez plus tard par monsieur Ngouanou qui l'aurait vendu une parcelle pour avoir cet argent qu'il avait complété pour tenir la suite des travaux du Congrès. Et moi, je posais donc la question de savoir est-ce que au moment où, parce que vous, c'est après que vous avez appris que finalement il avait vendu une parcelle, c'est ce qu'il vous dira. Mais est-ce que quand il avait vendu la parcelle, l'avait-il fait savoir au parti ou au bureau politique pour dire, bon, moi je viens de vendre ma parcelle et je vous donne cet argent pour compléter. Bon, je ne sais pas si c'est un prêt en plus ou c'est de l'argent qu'il donne comme ça en don pour continuer les travaux. C'était un don ou bien un prêt? Bon, je ne pense pas, hein, parce que tout ce qui se passe au bureau politique, je ne sais pas, je ne suis pas présente, mais je pense que nous avons quand même des personnes responsables au bureau politique, n'est-ce pas? S'il l'avait dit, il n'aurait pas eu cette réaction ferme de nous dire que non, nous arrêtons ces activités de la commission d'organisation. Je pense qu'ils n'étaient pas au courant. Je pense que M. Ngouanou, ça je le dis, n'avait pas présenté cette situation au bureau politique. Et voilà qui a fait penser aux autres que l'argent venait de quelque part, une source un peu suspecte. De la main noire, on disait la main noire. On disait la main noire, comme on dit. Voilà. Et donc, si j'ai bien compris, vous n'avez plus continué, vous n'étiez pas présente lors du vote c'est ça, du nouveau président de l'UDH-UKI. Non, je n'étais pas présente puisque 3 jours avant, bon, moi j'avais une mission, je n'étais pas présente. 3 jours avant, on nous a demandé de suspendre cette affaire-là, que le congrès n'aurait pas lieu. Ça, c'est un peu le Bassindikila, n'aurait pas lieu, n'est-ce pas? Mais eux, ils croyaient en la reprise, c'est-à-dire que en la force des négociations, ou du médiateur, ou du ministre, que ça reprendra. On nous a fait surseoir. Donc, je ne suis pas partie, qu'on appelle ça, je n'ai pas participé aux travaux du Congrès puisque c'est passé la nuit. Et que ce jour-là, le ministre leur avait dit, allez vous entendre. Est-ce que vous comprenez? Allez vous entendre.
Oui, le Mais matin, on tout leur de a suite, dit, on apprendra vers 21 heures qu'ils sont en train d'organiser. Donc, c'était aussi à la surprise d'une bonne partie des membres du parti. et donc le matin, comme vous venez de le rappeler, le ministre leur avait dit, allez vous entendre. Et curieusement, vers 15 heures, ils vont tenir le congrès. Et là, on avait Je pense entendu que c'est d'ailleurs 17 Monsieur heures. Castan, Malanda, qui dira que finalement à 11 heures, le ministre leur avait passé un coup de fil pour leur demander évidemment d'aller reprendre les travaux. Bon, bref, ce n'est qu'une parenthèse parce qu'aujourd'hui, notre entretien, c'est sûr. Non, moi, j'aimerais y répondre, Monsieur Perrin. Je J'aimerais y vous en prie. répondre pour vous. Non, 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 pour vous montrer la légèreté de ce monsieur-là. Je vous en prie. Vraiment, comme on dit, excusez-moi le terme, il a une langue de pute. Hein, vous savez comment ils vont. Mais vous ne pouvez pas, à une telle émission, accuser le ministre qui vous a autorisé. C'est quand même un haut responsable de ce pays, quel que soit le problème. Mais il a un droit de réserve, ce monsieur-là. Est-ce que, je ne sais pas hein, ce qui s'est passé. Est-ce que vraiment le ministre peut leur dire comme ça, allez, mais n'oubliez pas que quand ils ont organisé, qu'on appelle ça, le procès nuitamment, M. Malanda a dit que ne vous en faites pas, on va travailler jusqu'à même tardivement parce que nous avons l'assurance de la sécurité du chef de l'État. C'est pour ça que je dis qu'il a une langue de ce monsieur-là. Lui, il connaît le chef de l'État. Quel que soit ce qu'on peut dire contre lui, vous pensez que ce monsieur-là peut tenir de tels propos, dire comme il l'a dit? Mais c'est pas sérieux, c'est irresponsable. Et vous comprendrez pourquoi il est venu aussi, comment dire, me vilipender. Mais lui, il ne savait pas que moi, j'avais été reçu par son patron sur cette affaire. C'est même moi qui ai présenté l'affaire à son patron. Il a oublié l'ordre du jour. Il Son ne patron, savait pas que moi, son patron, c'est qui? mais le président, l'actuel président de UDHUK, Vous parlez de Joseph Badiabio. oui, Et il vous avait reçu. après, oui, après le congrès qu'ils ont organisé. Oui. C'est M. Ngouanou qui a voulu me rencontrer. Et je suis allé, je suis très poli, assez bien éduqué. Je suis allé vers mon grand frère d'abord. Et il a voulu que notre entretien se fasse en intimité. Il avait chassé tout le monde parce qu'il m'appelait sa fille. Et nous avons parlé. Et je lui ai demandé s'il reconnaissait ses engagements qu'on devait me rembourser. Il a dit oui. Il m'a dit, mais toi aussi, mais tu ne viens même pas. Moi, j'ai dit, mais moi, je n'ai aucune fonction, haute fonction au parti. Comment je vais venir te voir? Comment je vais encore vous rappeler qu'en réunion qu'on appelle ça, de bureau politique, vous en avez parlé? Je ne peux pas, moi, je suis très poli. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Non, cet argent, c'est mon argent. J'ai vendu une parcelle, mais tu n'es pas la seule à avoir été lésée. Je vais en parler à Dadis. C'est-à-dire que M. Joseph Badiabio, président de FET de l'UDH-UP. Mais il m'a dit, et ça, il a été sincère, que ma fille faisant 50-50, moi aussi bêtement, j'ai dit oui. Mais je lui ai dit que le jour où je remettrai cet argent, ça doit être en face des deux fractions. Parce que moi, j'ai des choses à leur dire, et à vous, et aux miens. Il m'a regardé seulement comme ça. Et je lui ai dit que moi, Yéla Gisèle, je reviendrai vous voir. Voilà. Et ensuite, M. Badiabio, quelques mois après, m'avait appelé pour un autre problème de communication. Voilà. Alors, Et c'est moi qui lui ai docteur présenté. Yela, docteur Gisèle Yela, vous dites après à un moment donné, bon, lorsque M. Ngouanou parle de 50-50, à quoi fait-il allusion? C'est-à-dire les 7 millions que vous avez utilisés pendant votre campagne, ou bien c'est quoi 50-50 de quoi concrètement? Mais je vous ai dit tout à l'heure que j'ai dit bêtement oui,
Je n'ai pas eu la présence d'esprit de lui demander le montant. Ça, je l'avoue que j'avais complètement, voilà. Donc, quand je suis reparti vers les miens, parce que je suis une grande personne, j'ai aussi des conseils. Un conseil. Mais il me dit, mais 50-50, c'est sur quoi? Si c'est sur les 1 million 200 là, oui, mais tu n'as rien à rembourser. Parce que toi, tu es allé payer avec qu'on appelle ça le suppléant, 1 million 500. Mais si c'est sur ce que tu as dépensé avant le lancement vraiment, pendant les préparatifs, c'est le parti qui te doit. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, j'avais un peu, comme on dit, bon, je n'avais pas été bonne là. Donc, du coup, le 50-50, bon, moi, repartir encore chez M. Ngouanou, lui demander, père, quel 50-50 alors qu'il attendait de l'argent? Bon, voilà. Et ça. Et c'est pour ça que j'avais proposé à monsieur, qu'on appelle ça, au président Badiabio, que vous me devez, mais payez-moi, comme ça, je peux même faire une compensation. Alors, mais, docteur Gisèle Yela, lorsque vous avez appris, c'est-à-dire lorsque monsieur Gaston Malanda passe sur R7 et dit que vous êtes parti avec 1 200 000 francs CFA, quand vous avez appris ça, est-ce que vous avez appelé M. Ngouanou pour lui en parler? Non, puisque je suis là 2 jours après, n'est-ce pas? Et que je saisis cette occasion pour dire à M. Ngouanou ce que j'ai dit, que moi, Yela Gisèle, je repartirai, je le ferai. Mais plus que jamais, ils doivent me rembourser mon argent. C'est simple, hein? Après avoir été houspillé de la sorte, plus que jamais, ils doivent rembourser mon argent. Mais lui, mon papa, par devoir, parce qu'il n'a pas une bonne santé, moi, j'irai avec l'argent de la sueur, là, pas l'argent du parti, là. J'irai le voir. Je crois que je l'ai dit à un de ses émissaires que quand je dis, je fais. Qu'il soit un peu patient. J'ai semblé comprendre que finalement, c'est la situation. La situation est en train de se retourner, c'est ce que je semble comprendre, parce que pour Gaston Malanda, la police est derrière vous et que vous devez rendre compte. Mais là, vous avez expliqué finalement ce qui s'est passé. Alors, je pense que... Je peux vous dire qu'ils connaissent chez moi. Je n'ai jamais reçu la police. Et c'est vraiment... Monsieur Christian Perrin, mais c'est vulgaire de dire à une femme que la police est derrière toi. Une seule, nous les Bantous. Mais c'est une vulgarité. Mais je ne veux même pas parler de brut. Mais qu'ils disent au moins que c'est devant les autorités compétentes pour régler ce problème-là. Il fallait qu'ils disent ça, si c'est un monsieur. Et vous voyez des personnes comme ça, on leur affuble des fonctions. Mais est-ce que c'est une force de proposition sur l'éducation des jeunes quand déjà, ils parlent comme ça des femmes, de son parti, d'une sœur? Est-ce qu'il n'y a pas des gens du parti qui sont de l'autre bord, qui ne viennent pas me voir? Ils viennent me voir. Moi, je n'ai pas de problème, ce sont mes frères. Je suis une femme. Et selon vous, docteur Gisèle Yela, selon vous, qu'est-ce que ça peut sous-tendre lorsque quelqu'un se permet de tenir de tels propos à votre rencontre? Qu'est-ce que vous sous-tendez qu'il y a derrière quoi moi, je pense qu'il y avait un plan B qu'ils ont exécuté. Pourquoi? Lorsqu'on va m'appeler pour la reprise des travaux dans ma sous-commission et que je me suis indigné sur le fait qu'il fallait dépoussiérer, je ne sais pas, la liste, voilà. Et ils m'ont traité que je ne suis même pas, je suis une espionne, que je suis, qu'on appelle ça, pas militante. Le lendemain, monsieur, qu'on appelle ça Malanda, a dit que pour le cas de Madame Yela, nous allons la suspendre. Elle peut être suspendue après le congrès et qu'on verra sa conduite. Si elle se réhabilite, on la reprendra. Donc, c'était quelque chose déjà de... Je ne sais pas. Ils avaient déjà planifié tout ça et ils sont en train d'exécuter leur basse besogne. Moi, j'appelle ça basse besogne. Et en plus, ils m'ont suspendu du parti. Donc, on me suit même jusqu'à ma dernière retraite pour envoyer la police
Maintenant, là, mais j'ai été suspendu. Non? Il ne peut pas comptabiliser tout ça. Vous dites que l'argent que vous avez reçu, le 1 200 000 francs CFA, vous avez commencé à faire des travaux, vous avez dit en fait des dépenses jusqu'à hauteur, je sais pas, de plus de 40%, et le reste, voilà, une bonne partie des responsables, j'allais Je vais dire. recadrer. Je vais recadrer. Oui. J'ai reçu 2 100 000 Ah, par tranche. La première tranche, c'était 300 et quelques mille. En tout cas, je n'ai pas les papiers sur moi pour payer les membres, dont le président de la sous-commission qui est avec eux. Donc, je l'ai oui. fait devant eux. J'ai payé, je crois que le tiers ou je sais pas, 75% Les à trois. celui qui devait faire les badges, alors que c'est moi, alors que je leur avais, qu'on appelle ça, j'avais déjà eu 3 factures pour format parce que c'est moi qui devais exécuter le budget. Ils ont eu leur monsieur et je devais payer. J'ai dit, non, ça ne se passe pas comme ça dans l'orthodoxie financière. On ne donne pas tout l'argent à un prestataire. Et c'est devant eux que j'ai commencé. J'ai envoyé de l'argent au président de ma sous-commission. Donc, ce qui reste, c'est 1 200 000. Il parle d'1 200 000. Il ne connaît même pas. Il ne connaît rien, ce monsieur-là. Il pouvait prendre le budget de notre sous-commission pour venir parler des choses concrètes. Donc, il ne connaît rien, ce monsieur-là. Voilà, mais j'espère que il est en train de vous suivre. Alors, docteur Gisèle Yela, nous allons terminer. Nous sommes entrés dans le mois de mars, le mois de la femme. J'ai cru lire aussi que vous avez publié sur la femme et l'environnement. Alors, le mois est là. Je vais peut-être revenir sur cette publication, Femmes et environnement. C'est quoi concrètement? Dans le cas, par exemple, du Congo. Bon, dans le cas du Congo, lorsque en ce temps-là, on parlait vraiment des changements climatiques, des méfaits de l'action anthropique de l'homme sur l'environnement, alors je me suis dit mais que la femme était au centre de tout cela parce que elle est mère, elle est productrice et qu'on appelle son aire d'intervention, c'est bien les savanes et les forêts. Donc, elle contribuait, mais elle ne le faisait pas sciemment parce qu'il faut produire pour la famille, il faut produire pour la nation. Donc, il fallait sensibiliser, donner plus de moyens, un encadrement aux femmes pour bien gérer les ressources de notre pays, comme on dit, notre patrimoine commun. Voilà à peu près l'idée de ma publication. Mais docteur Gisèle Yela, lorsque vous avez fait cette publication, bon là, je l'ai rappelé tout à l'heure, nous sommes au mois de mars, le mois de la femme. Le 8 mars sera célébrée la journée internationale de la femme, vue par docteur Gisèle Yela. Tel que les choses se célèbrent au Congo-Brazzaville, généralement, c'est des pagnes qu'on laisse un peu pavoiser partout. C'est la célébration, c'est la fête, c'est dans voilà, les débits de boissons, comme qui dirait. Mais en tout cas, c'est la fête, comme la bonne année, voilà. Vue de docteur Gisèle Yela, le 8 mars. Bon, c'est vrai qu'il y a un programme officiel que le ministère de la Femme va dérouler sous le thème que va proposer les Nations Unies, mais il y a quand même, n'est-ce pas, depuis 1979, où on avait adopté la Convention sur les droits de la femme, il y a tout de même des moments de réflexion. Il faut le reconnaître, n'est-ce pas? En Oui, mais dehors de la fête, il y a tel que toujours ça se eu célèbre chez des nous au moments de Congo, réflexion sur la situation de la femme, voilà. Et moi, je vous posais n'est-ce donc la pas? De question de partage. savoir, de donner votre avis sur la manière dont cette journée est célébrée au Congo généralement. Est-ce que ça épouse votre façon de voir les choses, votre combat pour la femme, tel qu'on les voit déambuler dans les rues, les pagnes, boire dans les bistrots? Voilà, et c'est vraiment la fête, comme qui dirait, voilà, on boit, on sabre les champagnes.
Bon, je peux dire, Monsieur Perrin, que ma réponse sera mitigée. Je me rappelle que l'an dernier, on n'a pas compris cette fronde des femmes sortir jusqu'à 4 heures du matin. C'était un scandale quand même. J'ai jamais vu ça, c'était scandaleux. Laisser les enfants. C'était une fronde. Je ne sais pas s'il y a une femme qui était restée à la maison. Mais à côté, parallèlement, vraiment, il y a eu des fonds qu'on a donnés aux femmes qui veulent s'autonomiser, n'est-ce pas? On a encouragé les femmes qui essayent de mener des activités génératrices de revenus dans tous les domaines, vraiment des fonds pour les soutenir. Et là, je suis d'accord avec au moins cette partie du programme qu'ils avaient déroulé. Bon, mais moi, en ce qui me concerne, je pense que je ferai seulement une réflexion sur soit l'éducation, sur la prise de conscience de la femme que l'éducation d'un pays repose sur des valeurs, sur des principes que nous ne devons pas oublier. Vraiment, s'il n'y a pas ça, vous voyez le monsieur Malanda là, il ne respecte pas les femmes. Et que c'est nous, les sœurs, ce sont nos maris, nos grands frères, nos petits frères, n'est-ce pas, qui devrions recadrer. Mais si on se laisse, voilà, c'est pas normal. Docteur, Le pays ira Docteur Gisèle Yela, au début de cette émission, vous disiez que, en fait, vous aviez, euh, comme qui dirait, cette envie de vouloir, en fait, faire profiter votre expérience, pourquoi pas, au développement du Congo. Je vais rappeler que vous avez quand même travaillé dans des institutions internationales, PNUD, Banque mondiale, et que vous êtes spécialiste en gouvernance territoriale et que vous souhaitez, c'est même ce qui avait motivé votre candidature aux législatives 2021, c'est ça, je crois. Je ne sais pas si c'est 21 ou 20. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui, 21. oui, oui. Et lorsque vous parlez mettre cette expérience au service du Congo, si jamais demain, par exemple, les Congolais estimaient que, bon, nous voulons évidemment avoir de telles personnalités à l'Assemblée nationale, on veut soutenir cette candidature. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, ben, si, qu'on appelle ça, les mécanismes sont transparents, pourquoi pas? Vraiment, n'est-ce pas? Mais je ne veux pas des compromis et des compromissions. J'aime être propre. Mais j'aimerais vous dire ceci sur ce problème-là, que je ne sais pas ce que vous allez dire. Moi, je suis une républicaine. J'ai mes idées politiques, mais je suis une républicaine. Quand je travaille, quand je fais des descentes, c'est la République. Ce sont mes frères et sœurs qui travaillent, qui soient du PCT, qui souffrent. Donc, j'ai le devoir d'apporter des solutions. C'est d'abord ça. Et ça aussi, ce sentiment, cette façon de voir a été renforcé par la proximité que j'ai eue avec Guy Brice Parfait-Kolela. Vraiment, il ne voyait pas nord-sud. Il était Au fait, extraordinaire. est-ce que vous pouvez Il nous en était parler? vraiment... Bon. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment vous êtes rapproché de Guy Brice Parfait-Kolela? En fait, c'est au cours d'une conférence internationale organisée par l'Union africaine, le PNUD, et puis notre organisation qui est aux États-Unis, qui s'occupe de la démocratie, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ils avaient organisé au Congo, et puis où cette conférence, je pense que beaucoup de pays africains ont pris part, c'était sur des politiques qui concourent vraiment au développement. Et M. Guibris Parfait Kolela, je crois qu'ils ont, qu'on appelle ça un espace au niveau de l'Union africaine, espace des ministres de la fonction publique. C'est Oui. lui qui patronnait cette, qu'on appelle ça, cette conférence à l'ouverture. Voilà. Et puis, quand il y avait des tables rondes aussi, il était là. Et c'est la première fois que moi, je le rencontrais. Donc, je me suis rapproché de lui parce que nous avons un patrimoine commun, c'est Gomatsetse. C'est le district de ma mère. Mais par rapport aussi à mes interventions, j'avais été identifié
parmi 3 personnes pour le Congo qui devaient élaborer la charte internationale de la décentralisation, du développement local et de la gouvernance locale. Donc tout cela aussi a été facilité, mais ce sont les organisateurs qui n'étaient pas, qui avaient proposé mon nom. Donc j'ai été parmi celles qui ont élaboré cette charte, mais sous aussi la bénédiction de M. Parfait Kolela. Et puis après, on s'est vu par l'intermédiaire, je pense, de M. Non, Bombi, qui était déjà proche de lui. Et nous avons beaucoup partagé sur quelques thématiques qui nous passionnaient, la décentralisation, la gouvernance, le développement local, surtout les questions des jeunes, les questions de la pauvreté et des jeunes. Voilà. Et des fois, il me consultait pour quelques fiches techniques sur ces thématiques. Voilà comment j'ai été proche de lui. Voilà. Et donc, lorsqu'il s'agissait vraiment des questions techniques, il me consultait. Jusqu'à initier la création d'une banque des jeunes, donc une banque des pauvres, qui a pris, dont la première phase a été la MUSA. Mais lui, il voulait déjà qu'il y ait un ancrage déjà au niveau de la population. Il devait faire, je crois, des appels de fonds aussi, mobilisés, mais d'abord sous la forme de la mutuelle. Donc, il avait ordonné que dans toute l'étendue là où il y avait, qu'on appelle ça UEDH Yuki, que dans chaque quartier, on crée une MUSA. Et il avait recommandé que quand vous êtes dans des quartiers, vous ne choisissez pas les quartiers. Vous ne choisissez pas qu'ici il y a du Nord, qu'ici il y a les hommes du centre et qu'ici il y a du PCT où il y a des riches. Même ceux des autres partis qui souffrent par les cotisations, vous allez régler certains problèmes pour, qu'on appelle ça, financer les activités génératrices de revenus, mais aussi pour le côté social. Et c'est à ce titre aussi que moi, j'avais été élue dans mon quartier présidente de la MUSA. Mais j'en profite, vraiment, permettez-moi de dire que j'ai été présidente de la MUSA. Depuis 2021, au niveau de la République, ça ne marche plus. Mais c'est ma MUSA qui marche. Et comme ce sont des petits fonds, je vous montre ici, un carnet que j'ai des membres avec un montant de 700 et quelques mille. Depuis 2021, 700. Nous avons notre montant de 150 000 dans une caisse de Mindouli, de Madame la ministre, elle avait mis en place. Est-ce que vraiment c'est l'attitude d'une voleuse? Dites-moi. Alors, madame, oui, docteur Gisèle Yela, évidemment, vous êtes en train de nous parler là d'une certaine manière de la vision de Guy Brice Parfait Kolela, paix à son âme, malheureusement, qui n'est plus de ce monde. Et comment vous avez vécu finalement son décès et vous pensez qu'il est parti avec sa vision? Sinon, si vous voulez, comme qui dirait, perpétuer cette vision, qu'entendez-vous faire? D'abord, comment vous avez vécu son décès? Comment je l'ai vécu? C'est la nuit, c'est depuis Paris qu'on m'a téléphoné qu'il était décédé. Je n'ai pas pleuré. Et c'était au moment du Covid, on ne sortait pas, la police sillonnait. C'est moi qui ai informé beaucoup de personnes. Dans la nuit, je me suis dit, il me faut un vigile. Et c'est à 7 heures le matin que j'ai vraiment pleuré et j'ai dit que c'est fini avec le parti, mais je perpétuerai au moins une idée, c'est la MUSA, pour que ça soit qu'on appelle ça une organisation reconnue par l'État. Parce que je l'ai toujours dit, c'est une bonne affaire, mais tu dois sortir ça du parti, parce que les affaires d'argent des autres, l'argent, c'est réglementé par la COBAC. Les partis sont là pour la conquête du pouvoir. Ça, là, c'est réglementé. Vous ne pouvez pas en faire une activité au sein du parti. Donc, il faut avoir un récépissé, non, un agrément selon les conditionnalités de la COP. Donc, s'il y a quelque chose que je devais poursuivre, là, mais non, là, c'est ça. Parce qu'au moins, c'est une activité, une structure qui va sauver beaucoup de gens en souvenir de lui. Voilà ce que je
je peux faire. Et donc, Je pourrais faire. vous mettez une croix sur la politique, c'est ça, ce que j'ai cru comprendre. Et puis, J'ai été suspendu. bon, il y a un autre aspect peut-être que je n'ai pas évoqué pendant qu'on était en train de parler. Bon, il nous reste quelques secondes, on va terminer. C'est que vous étiez quand même une personnalité influente. La vérité, c'est ça, mais très discrète. On vous voyait rarement, sinon, même ceux qui vous découvrent aujourd'hui se disent, mais non, ah bon, elle a existé C'est celle-là? vrai. Oui. C'est C'était vrai. dû à quoi? Pourquoi est-ce que vous étiez beaucoup trop discrète comme ça et un peu effacée, s'il faut le dire, alors que dans le même temps, vous étiez quand même celle-là qui pouvait J'ai influencé la pensée. J'ai influencer. influencé la pensée de l'UDA Yuki. J'ai influencé. J'ai rédigé. Je suis cofondatrice de ce parti. C'est pas de la légèreté, hein. J'ai été parmi ceux qui ont rédigé les textes fondamentaux. C'est moi qui ai fait l'organigramme du parti et un document sur la capitalisation des résultats de la CODEA. Je dis on capitalise ça pour en faire un parti. Parce que je croyais en cette vision humaniste de la CODEA, qui est devenue la vision de UDH-Yuki. Donc, j'ai participé, mais j'étais dans un organisme international. Dans les organismes internationaux, on ne vous interdit pas de soutenir un candidat, mais on vous interdit l'activisme. L'activisme. Je ne sais pas si c'est fait. On ne nous interdit pas de faire la politique, mais vous ne pouvez pas Oui. être actif, vous êtes là à la télévision, oui, 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 un tel est là. Non, 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 non. C'est un peu ça. Oui, mais Mais maintenant que je vous suis êtes, sûr que voilà, maintenant que vous êtes à la retraite, et c'est à ce moment que vous abandonnez finalement la politique, alors que on attendait plutôt que maintenant que vous vous affichez finalement, que vous preniez désormais et pleinement vos responsabilités. mais puisque j'ai été suspendue, ils veulent pas de, je sais pas moi, on veut pas de moi, peut-être En que je fait, ils suis vous ont pas suspendu, pourquoi? soumise, moi, je Pourquoi sais ils vous pas ont moi. Vous suspendu? êtes entouré par des gens qui ne vous comprennent pas. Vous savez, monsieur Perrin, vous savez pourquoi nos partis ne marchent pas? Et surtout lorsque un candidat disparaît. C'est parce qu'on suit une personne, mais on ne suit pas les idées. Oui. Si j'avais en face des personnes qui, vraiment beaucoup de personnes, je dis 70% qui suivaient les idées, oui, on continue à l'UDH. Mais on ne suit pas. Quand le président est parti parce qu'on avait des intérêts, parce qu'on a été de la même famille, on est là, on fait des, n'est-ce pas? Il y a des jeux de muscles pour que les autres ne soient pas entendus. Mais on ne peut pas aller loin avec des personnes comme ça. Vous pensez que ce que fait M. Malanda, c'est de l'humanisme en tant que Bantou? Vous pensez vraiment et que parmi qu'il est dans les droits, qu'il défend les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme. Mais M. Malanda là, ne mérite même pas d'être directeur du cabinet de la commission éducation quand il nous traite comme ça, nous les femmes. Mais quelle est l'éthique qu'il va communiquer à la jeunesse? N'est-ce pas? Et quelle est sa force de proposition? Est-ce qu'ils ont été une force de proposition l'an dernier pour l'année de la jeunesse? Quand vous voyez des gens qui ont de telles pratiques, ils préfèrent la force des muscles à la place des neurones. Bon, mais il ne peut pas produire des logarithmes politiques pour que le ministre de l'Intérieur ou le président de la République l'identifie comme un... Hein? Et puis on le suit. Docteur Gisèle Yela, nous sommes à la fin de cette émission et pour terminer, c'est la dernière question. Vous a-t-on dit, ou le Non, parti vous avait notifié, est-ce que le parti vous avait notifié le pourquoi de votre suspension? oh, oh. C'est parce qu'on n'a pas pris part au Congrès, on a voté un autre, il y a un président, mais les vraies raisons, on ne les connaît même pas, on ne les connaît pas trop. Mais moi, je voudrais revenir sur la menace de M. Malanda, que vraiment la police est derrière elle. Mais moi, je me réserve le droit, en ce mois de la femme, de saisir les institutions du Congo. La première, c'est la maison de la femme, la ministre de la femme. Ensuite, les réseaux des droits de l'homme, la commission internationale
des droits de l'homme. C'est là où on saura qu'il s'est trompé de cible. Je vais partout, tous les réseaux, pour ma protection, puisqu'il va mettre des... Je me réserve. Mais au lieu de parler du tribunal, il parle de la police. Quand je disais que mais vraiment, ça c'est une vulgarité que... Non, dans un parti, tu as un poste comme ça, là, on se comporte comme ça. L'éthique, monsieur. Nous, les hommes politiques, pas d'éthique, pas de formation. Nous ne sommes pas des hommes d'idées de pensée pour les traduire en actes. Parce que ces actes-là, qu'on appelle ça, ne traduisent pas de hautes idées, n'est-ce pas? L'idéal d'Ibris Papy, même l'idéal de notre pays, même les idéaux de notre pays, de la Constitution. Merci, Voilà. docteur Gisèle Malanda. Nous sommes donc, je disais tout à l'heure à la fin de cette émission, on va conclure. Je vous laisse donc les quelques secondes qui restent pour évidemment conclure. Probablement que vous avez une préoccupation que vous aurez souhaité bien sûr aborder, mais donc je ne vous ai pas posé la question. C'est le cas de le dire et ça va compter pour le mot de la fin. Ma préoccupation, c'est que je suis, comme j'ai dit, une femme. Je suis une sœur. Je suis une maman. Donc, on peut faire la politique autrement si on passe par moi. Et c'est pour ça que depuis le décès de Guy-Brice Parfait-Kolela, je milite pour l'unité, la cohésion de ce parti. Sinon, vraiment, ce parti va disparaître. Quelle que soit la frange, il va disparaître. Donc, je fais un appel à l'unité. Je crois en la perfectibilité de l'homme. Lorsqu'il y a un sursaut, on peut faire des choses extraordinaires. Voilà, Monsieur Perrin. Merci, docteur Gisèle Yella. Je rappelle que vous êtes spécialiste en gouvernance territoriale et développement territorial. Vous aviez donc travaillé au PNUD et à la Banque mondiale, auteur de plusieurs publications. En tout cas, grand merci de s'être rendu disponible pour nous et pour nos téléspectateurs et de nous avoir apporté toute cette banque de données et toutes ces informations. Merci à vous aussi, mesdames, messieurs, de nous avoir fait... Donc, merci, monsieur Christian Perrin. Merci, peut-être. Ah non, mais je demande aussi qu'on appelle ça, peut-être pas, une confrontation avec monsieur Malanda devant témoin dans vos émissions. Il faut qu'il se rende disponible. Il faut qu'il se rende disponible. Bon. Le message est passé, j'espère qu'il vous a, il vous a entendu. Et bon, voilà, on attendra qu'il réagisse. Mesdames, messieurs, donc c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se donne donc rendez-vous très bientôt. En tout cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air, partagez massivement et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir.